Soyez les bienvenus dans Euronews Soir pour une nouvelle édition d'informations européennes et internationales. Voici les titres de ce journal. Le cardinal Barbarin jugé en appel à Lyon, il avait été condamné en mars pour ne pas avoir dénoncé les abus d'un prêtre de son diocèse. Il ne voit toujours pas en quoi il serait coupable. Dans l'actualité également, un face-à-face, celui d'Emmanuel Macron et du secrétaire général de l'OTAN. Objectif, aplanir les divergences après les propos du président français sur la mort cérébrale de l'organisation militaire. Et puis le Black Friday, cette journée de soldes exceptionnelle venue des États-Unis fait polémique en France. Plusieurs politiques dénoncent une incitation à la frénésie d'achat, synonyme de vendredi noir pour la planète. On terminera ce journal avec une discipline sportive qui compte de plus en plus d'adeptes, le sandboarding ou comment pratiquer le surf sans avoir besoin de neige. Je vous le disais en titre, un archevêque français comparaissait aujourd'hui en appel dans une affaire de pédophilie visant un prêtre de son diocèse. En première instance, le cardinal de Lyon, Monseigneur Barbarin, a été jugé coupable d'avoir gardé le silence sur les agressions sexuelles commises sur de jeunes scouts par le père Bernard Prénat. Retour sur une affaire qui secoue le milieu catholique. Guillaume Petit. Le cardinal Barbarin parviendra-t-il à convaincre la justice cette fois-ci ? L'archevêque de Lyon conteste en appel sa condamnation à 6 mois de prison avec sursis pour ne pas avoir dénoncé les abus sexuels d'un prêtre de son diocèse, le père Prénat. Ce dernier est accusé de s'être livré à des agressions sexuelles sur de jeunes scouts dans les années 80 et 90. Des années plus tard, la parole s'est libérée. Un long combat juridique pour les victimes et un scandale qui a fortement écorné l'image de l'Église. Tout ça interroge sur la cohérence en fait du système et de la réflexion. Ça met bien en évidence les innombrables réformes que l'Église doit faire pour se réadapter en fait pour être en cohérence avec la société. Mais pour l'avocat de la défense, les reproches adressés à l'Église et les faits reprochés au cardinal Barbarin doivent rester de dossiers distincts. Ne confondons pas peut-être ce qu'on a fait depuis longtemps, la personne du cardinal avec non pas seulement l'Église de France, mais l'Église du monde. Voilà, nous ne sommes pas l'Irlande, nous ne sommes pas l'Australie, nous ne sommes pas les États-Unis. Voilà, il n'est pas tout cela. Quand le cardinal a-t-il eu vent des faits ? C'est la question au cœur du dossier. En 2010, en plein scandale de pédophilie en Irlande, le cardinal Barbarin explique avoir convoqué le prêtre pour avoir le cœur net sur ces rumeurs. Mais comme en première instance, il admet avoir cru le père Prénat quand ce dernier lui affirme que les agissements ont cessé en 1991. C'est en 2014, en rencontrant l'une des victimes, que l'archevêque dit avoir eu la confirmation directe de ces abus. Mais un prêtre sous couvert d'anonymat affirme dans la presse française ce mercredi l'avoir informé dès 2002. Pour parler de cette affaire, je reçois Valérie Goria. Valérie, bonsoir. Bonsoir Stéphanie. Vous avez travaillé sur ce dossier, vous avez rencontré plusieurs victimes. Alors qu'est-ce qui a changé en France depuis le jugement en première instance du cardinal Barbarin ? Alors on peut dire que les lignes ont bougé à plusieurs niveaux, à commencer par l'impact qu'a eu le travail de l'association La Parole Libérée. On a vraiment vu les témoignages de victimes se multiplier un peu partout en France, et un certain nombre d'autres associations du même type se sont également créées dans différentes régions du pays. La parole s'est également libérée au sein même de l'Église pour témoigner de cas d'abus subis tant par des fidèles que des membres du clergé eux-mêmes. On a vu des prêtres dénoncer publiquement l'attitude du cardinal Barbarin et le silence de l'Église en général. Un prêtre a même démissionné il y a quelques mois. Et les lignes bougent aussi au sein des institutions catholiques. En mars dernier, on a vu une 50aine de membres du diocèse de Lyon demander au cardinal Barbarin de présenter de nouveau sa démission au pape. Le diocèse de Lyon, lui, a mis en place une espèce de hotline pour les victimes ou témoins d'abus sexuels, mais surtout au niveau national, s'est créée une commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, et cette commission est composée de professionnels de différents secteurs, de différentes confessions ou athées. Et en quelques mois, cette commission a recueilli des témoignages de plus de 2500 victimes d'abus sexuels. Donc l'affaire a des répercussions au-delà du procès, qui pour les plaignants n'est pas seulement celui du cardinal Barbarin, mais bien celui d'un système qui cautionne depuis trop longtemps la loi du silence. Alors vous l'avez dit, les lignes bougent, commencent à bouger, en tout cas en France. Quel est l'impact? Quelles sont les répercussions à l'international? Clairement, c'est une affaire qui dépasse les frontières de l'Hexagone. De plus en plus de scandales d'abus sexuels se sont fait jour et continuent à se faire jour à travers le monde, et ne cessent de
ternir l'image d'une Église catholique qui est déjà bien essoufflée. Alors le pape François est un peu contraint, lui aussi, de faire bouger les lignes. Le sommet épiscopal sur les abus sexuels qui s'était tenu au Vatican en février dernier avait été considéré un peu comme surtout une déclaration d'intention, mais au mois de mai, un nouveau texte a précisé les règles de l'Église catholique à l'égard des prêtres ou évêques auteurs d'abus sexuels ou ayant couvert de tels actes. Tous les diocèses du monde ont également maintenant l'obligation de mettre en place des dispositifs de signalement. Donc ça bouge, mais il reste quand même des limites. Le texte ne touche pas, par exemple, au principe du secret de la confession et il ne comporte aucune obligation pour les membres du clergé de signaler à la justice civile ou à la police ce type de délit. Les lignes bougent, mais ce n'est pas encore véritablement un séisme. Et la décision que prendra le pape François lorsqu'on connaîtra le jugement de la Cour d'appel sera certainement un marqueur important pour l'ensemble de l'Église catholique. Un grand merci Valérie pour toutes ces explications. Emmanuel Macron se félicite d'avoir réveillé l'OTAN avec ses propos controversés. Lui qui avait évoqué l'état de mort cérébrale de l'OTAN. Le président français recevait aujourd'hui Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'organisation militaire. Il est venu tenter d'éteindre un début d'incendie. Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN, était à Paris. Son premier déplacement depuis les propos très polémiques d'Emmanuel Macron au début du mois de novembre. Dans un entretien au magazine The Economist, le président français estimait l'Alliance Atlantique en état de mort cérébrale. Des propos qu'il a dit assumer lors du point presse. Pour lui, l'OTAN doit en faire plus. Une véritable alliance, ce sont des actes. Ce sont des décisions. Pas des mots. Je souhaite donc que nous ayons une véritable discussion entre alliés sur notre engagement concret dans la lutte contre le terrorisme au Sahel comme au Levant, où l'intervention militaire menée il y a quelques semaines par la Turquie dans le nord-est syrien a posé de vraies questions qu'il faut là aussi regarder en face. L'offensive turque au nord-est syrien contre les combattants kurdes est en effet inédite. Tant Washington, qui s'est retiré de la zone, qu'Ankara n'ont consulté leurs alliés de l'OTAN. La Turquie se rapproche même de plus en plus de Moscou, notamment via l'achat de missiles S-400. Au Sahel, dans le cadre de l'opération Barkhane, la France est depuis 2014 bien seule. Pour le secrétaire général de l'OTAN, malgré les difficultés, l'Alliance Atlantique est la seule solution. L'Union européenne ne peut pas défendre l'Europe. L'Union européenne ne peut pas remplacer l'unité transatlantique. Une alliance forte et une Union européenne aussi forte sont les deux faces d'une même médaille. Ces deux éléments sont indispensables au maintien de la liberté et de la prospérité de l'Europe. Reste à savoir qui est l'ennemi, a rappelé Emmanuel Macron. Selon lui, le dialogue doit rester continu avec la Russie, un acteur de la géopolitique mondiale toujours plus incontournable. Que s'est-il passé dans le reste de l'actualité européenne? Voici un tour d'horizon préparé par nos confrères des autres équipes linguistiques d'Euronews et en partie en version originale. Lula da Silva viu ser agravada de 12 para 17 anos de prisão. Notre équipe portugaise revient sur le premier revers judiciaire pour l'ex-président brésilien Lula depuis sa sortie de prison il y a 3 semaines. Une cour d'appel a fortement alourdi sa peine pour l'une des affaires de corruption qui le concerne, passant à 17 ans et 1 mois de réclusion au lieu de 12 ans et 11 mois comme décidé en première instance au mois de février. Malgré cette condamnation en appel, Lula restera en liberté en raison d'un arrêt de la Cour suprême qui lui permet d'attendre l'épuisement de tous les recours vers des instances supérieures. Na defesa do antigo presidente do Brasil, o advogado Cristiano Zanin Martins reiterou a inocência. Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia prometiendo pacificar México. Notre rédaction espagnole évoque quant à elle le rapport d'Amnesty International sur la crise des droits de l'homme qui secoue le Mexique. Le président Andrés Manuel López Obrador avait promis de pacifier le pays à son arrivée au pouvoir, mais les chiffres sont alarmants, notamment ceux du crime organisé, de la violence faite aux femmes et des assassinats de journalistes et de défenseurs des droits de l'homme. Le document intitulé « Quand les mots ne suffisent pas » indique que malgré la volonté et certaines initiatives du gouvernement, aucun changement substantiel n'est observé.
Москва рассматривает новые обвинения в сокрытии допинга как попытки выдавить Россию из мирового Nos спорта. confrères russes reviennent sur l'interminable scandale de dopage qui ne cesse de ternir la réputation de leur pays. Le gouvernement de Vladimir Poutine contre-attaque après que l'Agence mondiale antidopage a recommandé d'exclure la Russie pendant 4 ans de toute compétition internationale. И с которым все страны с этой проблемой пытаются бороться и борются. C'est l'événement commercial de la semaine, le Black Friday ou Vendredi Noir, arrive dans plusieurs pays européens. Une journée et parfois un week-end de soldes exceptionnels, une coutume tout droit venue des États-Unis et qui fait polémique en France, mais pas seulement. Audrey Tilve. Depuis quelques années, la fièvre du Black Friday a gagné l'Europe, mais en France, certains sont partis en croisade contre cette opération promotionnelle XXL qui précède les fêtes de fin d'année. En début de semaine, un amendement est venu se glisser dans la loi anti-gaspillage en préparation, un amendement pour interdire purement et simplement le Black Friday en France. À l'origine de cette mesure, qui sera soumise au vote des députés en décembre, l'ancienne ministre de l'écologie Delphine Batho, elle s'en explique. Il y a 2 problèmes en fait. Le premier, c'est le bilan écologique du Black Friday. Par exemple, l'année dernière en France, on a eu une multiplication par 10 des livraisons de colis, de produits achetés sur Internet, avec tout ce que ça suppose en termes de transport et d'émissions de gaz à effet de serre. Et l'autre problème, en fait, c'est une forme de tromperie des consommateurs, puisqu'il y a à cette occasion énormément de fausses promotions. L'actuel ministre de la Transition écologique approuvé enfonce le clou. Pour Elisabeth Borne, l'argument du coup de pouce à l'économie ne tient pas car ce sont les grandes plateformes en ligne qui font leur beurre. Des sites dans la ligne de mire des militants écologistes. Ce jeudi, plusieurs dizaines d'entre eux ont bloqué un centre de distribution du géant Amazon près de Paris. Ce matin, j'avais dans le Poitou des témoignages de petits commerçants qui me disaient qu'en fait, ils n'étaient pas du tout gagnants dans cette affaire, qu'ils avaient bien conscience qu'il y avait une forme de hold-up des grands mastodontes du e-commerce au détriment du petit commerce, mais qu'ils étaient en quelque sorte obligés de suivre la dictature du Black Friday. En France, 600 marques ont décidé de boycotter l'opération. Le Black Friday ne devrait pas moins générer, d'après les projections, 5,9 milliards de dépenses dans l'Hexagone, avec un budget moyen de 239 €. Mais les Antilles se font entendre dans d'autres pays européens, notamment l'Italie et l'Allemagne. Alors que les stations de ski commencent à ouvrir leurs portes, une nouvelle façon de surfer connaît un franc succès et de plus en plus d'adeptes. Il s'agit du sandboarding, le surf des sables. Louise Pezzoli. Amateur de sports extrêmes et de paysages inattendus, cette discipline est faite pour vous et cela s'appelle le sandboarding, le surf sur sable en anglais. Et c'est ici sur les dunes de la Basse-Californie au Mexique que des compétiteurs du monde entier sont venus s'affronter à l'occasion du Barra Sandboard, compétition internationale. Objectif, réussir les figures les plus techniques, le tout vêtu d'un simple short et t-shirt. Née en Amérique du Sud, la discipline compte de plus en plus d'adeptes. Alors que les stations de ski en France ouvrent leur domaine, le sandboard est la preuve qu'il n'y a pas besoin d'aller à la montagne pour s'adonner aux joies de la glisse. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Euronews. L'information continue. Passez une très belle soirée. À demain.